Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric le Pilar à Wazoo et dans cette vidéo nous allons parler de Cycle, donc des bases de Cycle, car j'ai déjà fait des vidéos où on en parlait, où je montrais comment faire un éclairage, mais on n'a jamais vraiment fait de vidéo d'introduction du moteur, et donc je pense que ce serait une bonne chose à faire comme j'ai pu le faire sur la vidéo d'Octane. Donc qu'est-ce que Cycle? Cycle c'est un moteur de rendu CPU, GPU intégré à Blender, il est d'ailleurs très bien intégré. Il permet de faire des rendus photoréalistes ou même non photoréalistes, donc on a vraiment un éventail de rendus possibles avec, et au niveau qualité il s'améliore mais fortement depuis qu'il a été créé, quoi. Donc ça fait à peu près 3 ans. Donc en fonction de la carte que vous avez, si vous avez une carte CUDA d'NVIDIA ou une carte ATI, vous allez activer ou pas le GPU. Mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est activer le moteur. Donc vous avez ici en haut Blender Render, Blender Game et Cycle Render. Donc on va cocher Cycle, et là on arrive directement dans le, dans Blender avec Cycle, où on a différentes options qu'on n'avait pas dans Blender Render. Regardez, pouf, les options changent. Alors, la principale, ça va être sur le device, soit CPU, soit GPU. Donc en fonction de votre carte, comme je vous disais, vous allez activer l'un ou l'autre. Si j'active le GPU, il faut, dans un premier temps, que j'aille dans les préférences, dans Système, et ici, dans Computer Device, on va choisir, en fait, CUDA, et ensuite notre carte. Alors, comme on peut le voir, j'ai deux cartes. J'en ai activé une seule, parce que l'autre me sert, en fait, pour le viewport, pendant que la Titan calcule. Quand je veux avoir le plus de puissance dans le viewport, dans ce cas-là, je réactive dans les préférences NVIDIA ma Titan, et quand je veux calculer avec les deux cartes, tout ce que j'ai à faire, c'est cocher cette case-ci pour faire GeForce 570 plus Titan, et là, ça va me calculer avec les deux. Mais de base, je laisse simplement la Titan pour le calcul et la 570 pour le viewport. Donc une fois qu'on a fait ça, on clique sur Save User Settings. On a bien sûr coché GPU Compute, et là directement on est paré pour le rendu GPU. Donc comme on va le voir, Cycle est un moteur vraiment très simple d'utilisation. Donc le nodal peut faire peur, mais au final c'est franchement super simple. Et pareil au niveau des paramètres, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de compliqué, on peut bien entendu faire quelque chose de très simple sans forcément mettre la main là-dedans, quoi. Donc dans un premier temps, nous n'allons pas faire ça. Ce qu'on va voir, c'est on va créer un plan avec une sphère, tout simplement, un truc tout con. Voilà, un plan. Hop là. On va ajouter une sphère, add UV sphère, on va se mettre en vue de côté. En edit mode, on va monter ça. Voilà, comme ça je ressors. Et si je fais un scale, vous voyez, mon pivot est tout de suite bien placé. On va faire une subdivision, on va ajouter le smooth shade, et voilà. Donc à partir de là, si on lance un rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc comme on peut le voir, c'est assez rapide, c'est assez gris, mais ça c'est tout à fait normal. En haut, en fait, on a les éléments par rapport à ce rendu, donc ça m'a pris le rendu 40 secondes, mais normalement c'est moins que ça. Ouais, enfin 0,40 centièmes plutôt. La mémoire utilisée, l'effet, donc il est en train de se faire, et les samples. En fait, les samples, ça va être la qualité que vous allez demander à votre rendu, et c'est ici, vous avez render et preview. Donc là, de base, pour bosser rapidement le rendu, on va laisser preview et render, voilà. Alors, pourquoi le fond est gris? Le fond est gris parce que l'environnement est gris, comme on peut le voir ici. Si je modifie la couleur, vous voyez, l'environnement va changer de couleur. Si j'augmente la puissance, tout de suite, ça va être beaucoup plus clair. Donc comme on est sur Cycle, on va cocher Use Node. Donc Use Node nous donne la même chose, en fait, Color et Strange. Et en dessous, on a Setting, on va cocher Multiple Importance Sample. Par rapport à Cycle, ça permet d'avoir une meilleure qualité. On peut aussi augmenter la map résolution ici. Donc là, on est dans un, on est dans un environnement tout con, vous voyez, c'est vraiment simplement une color. On peut mettre un ramp, on peut mettre à peu près ce qu'on veut, mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est ajouter un sky texture. Voilà. Donc on a environnement texture, mais on va d'abord commencer par sky texture. Donc si on ajoute un sky texture, vous voyez, on a différentes options en plus ici. Et notre environnement a un système en fait de sky avec un soleil ici. Donc si on augmente, enfin si on déplace en fait, vous voyez ce truc là, le soleil va se déplacer.
comme ceci. Donc notre soleil est ici. On a différentes options turbidity, clac, ground albedo, etc. Donc faut faire joujou avec. On a la puissance. Donc si je veux peut-être augmenter la puissance en baissant le reste. Voilà, le ciel, le soleil est plutôt bas. Donc on va le remonter un petit peu, vous voyez. Il est ici. Voilà. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et comme on peut le voir, l'éclairage suit, tout simplement. Avec son ombre ici, etc. En fonction de l'orientation de cette sphère, on va avoir en fait un coucher de soleil, vraiment quelque chose de sympa. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment pratique, c'est plutôt sympathique, et au niveau du rendu, c'est assez rapide et on a quelque chose de sympa. C'est à peu près la même chose qu'on a dans Octane, et ça marche plutôt bien. On a ici Res Visibility, donc si on ne veut pas l'environnement, on va décocher en fait ceci, clac, et là on ne va pas avoir l'environnement. Si je ne me trompe pas, si on va dans Film ici, on coche transparent, on va avoir en fait l'image transparente, comme ça si on fait un calcul de l'image, on aura simplement la partie et le reste ce sera transparent. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du Sky Texture. Ce qu'on peut maintenant utiliser, c'est l'environnement texture. Alors l'environnement texture, ça sert à mettre des IBL. Donc là c'est tout rose, pourquoi? Parce que je n'ai aucune image. Donc quand vous avez un rendu avec des trucs roses comme ça, c'est qu'il manque une image tout simplement. Donc là je vais faire Open et je vais aller chercher dans mes images HDRI quelque chose. On va baisser la puissance à 1. Et là vous voyez, j'ai une HDRI. Un truc cubique en fait. Bon, même si on tourne, si on dézoome, ça va donner ça. Voilà. Donc comme c'est une HDRI, on peut baisser son intensité, etc. pour avoir différents types de rendus. On a des images HDRI de tout type en fait. On a des Smartibel par exemple. On va mettre Backyard. Donc là il va relancer le rendu, voilà. Donc on peut tourner, on a bien en fait notre HDRI bien implanté directement de base. Donc c'est plutôt sympathique quoi. On peut changer en fait son type en fonction de la map que vous allez avoir. Donc là c'est du EQI rectangulaire tout simplement. On peut remettre la valeur à 1, peut-être à 2. Voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez quoi. On peut décocher caméra, comme ça on n'a pas l'environnement dans le rendu. Donc voilà pour cela. Si vous voulez faire certaines modifs, genre par exemple si on a notre backyard ici, peut-être on va ajouter une deuxième fenêtre, on va faire Shift F3 pour aller dans le Node Editor. Vous avez ici cette petite icône-ci qui est l'icône pour l'environnement. Donc on a bien le background ici. On a l'environnement texture ici, et par exemple, mon IBL est placé comme ça et je veux la tourner. Alors comment faire ça? On va cliquer sur T, Input, Texture Coordinate, voilà. On va aller dans Vector, Mapping. Voilà. Donc si je ne me trompe pas, on va cocher le normal. Donc ce n'est pas ça, ou le Generated, voilà. Le Generated, et ici on a rotation, donc soit c'est en Z, voilà, et là on peut tourner notre IBL, tout simplement. Donc c'est vrai que ça aurait été bien qu'ils nous mettent le truc de base, mais c'est que 2 nodes, c'est pas la mort, c'est relativement rapide, et comme ça on peut vraiment orienter la map IBL comme on le veut. Puis comme vous voyez, le rendu GPU est franchement super rapide. Pour vous montrer la différence, on va se mettre en CPU. Et vous voyez la différence, c'est beaucoup plus lent pour arriver à nos 10 samples. Ça met 2 secondes 80 et en GPU. Voilà. Ouais, il me met 3 secondes. Non, 0,37 centièmes. Voilà. Les 3 secondes, c'était pas ce qu'il calculait, il a ajouté la map, etc. Donc voilà pour la partie environnement. Parlons maintenant des shaders. Donc, vous allez voir, c'est encore une fois très simple. Vous allez sélectionner votre sphère, vous allez ici dans l'onglet Shader, et vous allez cliquer sur New.
Alors là, il nous a créé un shader, mais on n'a aucune différence. Pourquoi? C'est parce que de base, il y avait un shader blind, enfin un shader diffuse, et voilà. Donc là, on a bien un shader diffuse. Vous pouvez changer en fait le type de shader, glace, pour faire une glace. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Vous avez anisotropique. Vous avez surface scattering, mais il fonctionne pas en GPU. Translucent shaders pour faire du plastique transparent. Bon là sur une sphère ça va pas forcément super bien marcher. On a Toon Shader. Oula. Transparent shader pour faire un shader vraiment transparent sans qu'il y ait de réfraction, etc., etc. Et le glossy qui est ici pour faire en fait du chrome, du métal, etc. Donc vous voyez le glossy, on a un roughness à 0,2. Si on met un roughness à 0, on a directement une chrome parfaite, quoi. Enfin un chrome parfait. Voilà. Donc comment gérer en fait ces shaders? Vous allez recocher cette petite icône-ci en forme de cube. C'est pour les objets, tout simplement. Donc environnement objet. Si vous demandez si vous vous demandez ce que c'est que celle-ci, c'est en fait pour le compositing. D'ailleurs, c'est écrit compositing. Voilà. Donc là, on a notre sphère. On a notre glossy et on peut bien entendu combiner les shaders pour avoir différents effets. On peut ajouter un mix shader. On peut ajouter peut-être un diffuse shader. Donc souvent on met le diffuse par-dessus, voilà, et le glossy en dessous. Donc là on a fait un mix des deux shaders avec un facteur à 0,5. Si on baisse à 0, on est sur le diffuse, et si on monte à 1, on est sur le glossy. Si on veut faire un plastique par exemple, on va mettre à 0,1. Voilà. On peut augmenter le roughness un petit peu, voilà, pour avoir vraiment quelque chose de plastique. On va le mettre à 0,05 peut-être. Voilà. Donc là, on voit pas forcément, c'est parce qu'on n'a pas de lampe spécifique qui va venir taper dans, comment dire, au niveau du spéculaire. Donc on peut peut-être ajouter une lampe, donc on a le choix. Soit on sélectionne un plan, par exemple, on fait Shift D, on va le monter comme ceci, on va diminuer sa taille. Donc vous voyez, on peut vraiment bosser en fait pendant qu'on fait notre rendu, c'est plutôt sympa. On va cliquer sur New, on va aller chercher émission. Et là, en fait, ça va nous faire une area. Genre, on va augmenter sa puissance, aller à 500. Pouf, vous voyez directement. Donc c'est déjà trop fort tout ça. Voilà, 10. On peut la déplacer, G, comme ça, une petite rotation en X, ou plutôt rotation en Y. Voilà. Et là, on récupère, vous voyez, directement notre spéculaire de la lampe qui va nous faire donner un peu plus l'effet plastique. Alors, si on veut augmenter la qualité parce que les 10 ne nous conviennent pas, on va simplement aller ici, dans Sampling, Preview, on va mettre à 100. Et là, ça va monter jusqu'à 100 en améliorant la qualité, etc. Au niveau de notre light, dans les paramètres de notre shader, vous voyez, le multiple importance sample est coché. Voilà. Donc l'environnement, s'il nous gêne, on peut le cacher comme ceci. Voilà. Et là, on a donc notre shader plastique qui fonctionne plutôt bien. Ce que l'on peut ajouter, c'est un Fresnel pour avoir en fait un effet Fresnel autour de notre objet, comme ceci. On va le cocher ici dans Fac. Et plaf, on va avoir en fait un effet Fresnel ici. Donc si on prend une couleur diffuse bien noire, vous allez voir la différence logiquement. Là on a le truc avec le Fresnel, là on la sent. Vous voyez? Donc avec le Fresnel, ce sera bien plus réaliste. Donc il faut vraiment bosser les shaders pour avoir quelque chose de plus réaliste et qui fonctionne bien. Après ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un rendu qui n'est pas réaliste ou si vous voulez faire un rendu réaliste, dans ce cas là il faudra regarder sur internet pour faire des shaders. Donc c'est un des avantages de Cycle, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, mais c'est aussi un des inconvénients, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce que l'on fait. Donc j'ai vu des papiers, enfin des PDF de gens très doués qui expliquaient comment faire des shaders vraiment réalistes avec, comment ça s'appelle, qui gardait en fait je me rappelle plus du nom,
Oui, des shaders à conservation d'énergie, etc., quoi. Donc là, c'est vraiment le truc de malade, vraiment difficile. Donc là, ce que l'on peut faire aussi, c'est gérer en fait le Fresnel, lui ajouter simplement, par exemple, on va aller dans Converter, Math, on va le mettre ici, on va le mettre en Multiply. Lui ajouter un Multiply pour pour modifier en fait, vous voyez, avec le Multiply, on va augmenter ou diminuer en fait la puissance du Fresnel. Et le Fresnel en lui-même, on peut le gérer ici, donc 1, il n'y a plus rien, 2, etc., etc. 1.6, puis là, le Fresnel, on peut remettre à 0.5. Voilà. Donc en fonction de simplement ce petit truc-là, vous voyez, on n'a pas grand-chose. On a un diffuse, un glossy avec son Fresnel. On peut faire différents types de matériaux, quoi. C'est plutôt sympa. On peut aussi, bien entendu, modifier la couleur de notre réflexion, la réflexion spéculaire, et son roughness, comme on a pu le voir ici. Virgule 1. Voilà. Donc comme on a pu le voir, on a différents shaders. Donc on peut partir sur un glace. On peut intervertir le diffuse avec le glace. Vous voyez? Voilà ce que ça nous donne. C'est plutôt sympathique. On peut changer la couleur du glace. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. À la place de, par exemple, on peut après ajouter, si on veut un velvet, on va prendre un velvet. On va le mettre ici, on va prendre le mix, on va faire Shift D, on le déplace, on fout le velvet là, voilà. Le velvet, on peut y donner une valeur, par exemple un rouge très sombre. Ou plutôt, c'était un blanc plutôt. Alors celui-ci, on va le mettre en noir, celui-ci, vous allez voir ce que fait le velvet. Vous voyez, ça me donne ça. Et lui, on va le mettre en blanc. Voilà. Après, on a le sigma qu'on peut modifier. Vous voyez la différence là? Voilà, puis bien entendu le fac. Donc là on est full velvet, on peut jouer sur le sigma pour vraiment donner un effet, et après on joue avec ça. Voilà, tout simplement. Pour enlever en fait un node, on va faire CTRL X ou alors ALT et on le déplace. Vous voyez, je vais annuler. Et hop là, CTRL Z. Ah. Pouf, ou alors on le sélectionne, on fait CTRL X. Voilà. Comme ça, en fait, il va garder notre connexion. Si on veut supprimer la connexion, on fait CTRL, on déplace, et pouf, là, ça l'a supprimé. Voilà. Donc là, on peut repartir sur une couleur. On est sur du diffuse, on peut repartir sur du glace. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et c'est plutôt sympa, quoi. Donc, on va montrer un autre truc rapidos qui pourrait vous être utile. C'est... Par exemple, ici, on va dire, notre shader de base qui va nous servir à faire plusieurs types de shaders aussi, mais il est relativement simple. On se dit, on va l'encapsuler dans un groupe, donc on va cliquer sur B, on va sélectionner tout ça, on va faire un CTRL G, et là, tout de suite, vous voyez, on est dans un groupe. Donc on se demande ce que c'est que tout ça, etc. Et on peut se poser des questions, mais vous allez voir, c'est tout con. Alors, ici, on a la petite icône, c'est pour sortir du groupe, et si on veut rentrer dedans, on peut cliquer sur la touche Tab, et sur la touche Tab pour en sortir. Donc si vous arrivez là, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous appuyez sur Tab. Voilà. Ici, on a le groupe Input. Vous voyez, il n'y a rien de connecté, et au final, on n'a aucune info ici. Par contre, si on s'amuse à connecter des infos comme ceci, vous voyez, n'importe lesquels, on s'en fout. Voilà. On arrive là, on a ces infos. Donc c'est une bonne chose de les renommer. Donc on a la touche T ici. On peut changer le label, peut-être plutôt ici en fait. Vous voyez, on a l'IOR. Donc IOR Fresnel. Pouf, et là tout de suite il a changé en IOR Fresnel. Donc si je sors, j'ai IOR Fresnel. Voilà. Donc là, c'était la diffuse color, la deuxième. Color diffuse. L'autre, c'était color glossy. Etc., etc., etc. Donc à partir de là, vous avez un autre groupe. Vous avez des inputs ici, mais on peut aussi ajouter des outputs. Vous voyez, on a 0 output ici, mais on pourra en ajouter. Mais là, on n'a pas forcément besoin. Et notre groupe, bien entendu, vous pouvez le renommer.
comme ceci, test, ou alors shader base, voilà. Bon, ça c'est pas forcément cycle, c'est plus, ouais, quoi qu'au final, mais on peut le faire aussi dans le Blender internal, mais je l'ai surtout fait dans cycle. Donc la gestion de groupe, c'est plutôt sympa. Imaginons vous avez plusieurs, comment dire, plusieurs shaders différents, vous les foutez dans un groupe, vous les foutez dans une scène, et comme ça vous allez aller dans File, Append, et vous allez aller chercher ce node groupe que vous pourrez utiliser dans n'importe quelle scène. Alors c'est aussi une chose qui était plutôt sympa sur Octane, c'est d'avoir une bibliothèque de matériaux. Là sur Cycle il faut se la taper à la main, ou alors récupérer des shaders sur le net, etc. Mais encore une fois on n'est pas forcément sûr d'avoir quelque chose de, comment dire, de correct qui fonctionne vraiment. Souvent les gens ils font un peu n'importe quoi aussi, et on se retrouve avec des shaders ultra compliqués à calculer qui ne fonctionnent pas super. Alors maintenant ce qu'on va voir rapido, ça va être en fait pour ajouter une texture. Donc on va sélectionner cette fois-ci le plan, on va se mettre en edit mode, on va faire U et Unwrap. Comme ça en fait il nous a déplié le truc, donc là on ne l'a pas vu mais j'étais en mode solide, j'ai fait ça, edit mode, U, Unwrap, voilà. Et si on reste comme ceci, qu'on va dans l'image editor, on a bien notre plan déplié. Alors pourquoi je vais sur le plan? Parce que ce sera plus facile que de le voir sur une sphère. Surtout que de base, les primitifs de Blender ne sont pas dépliés, ce qui est un peu con, je trouve. On va faire Shift F3. On a notre plan sélectionné. Est-ce qu'il a un shader, notre plan? Non. On va en ajouter un, comme ceci. Et là, on va y ajouter simplement des textures. Donc on va aller dans Texture. On a Image Texture, tout simplement. On va coller Image Texture ici. On va faire Open, et là on va aller chercher une texture qu'importe. Donc moi je vais aller dans mes textures, on va aller dans les textures taillables, tout simplement, voilà. On va prendre celle-ci par exemple, on va faire Open. Ici, soit vous lancez votre rendu, voilà. Donc là on a bien notre texture, ok, c'est nickel. Soit vous mettez en mode texture, et c'est pareil, ça fonctionne aussi bien. Donc si vous voulez l'éditer, vous restez en mode texture, ça ira plus vite. Alors, sur le node texture, on a Color, on a Flat, en fait c'est la projection, on a Linear, c'est l'interpolation, et Single Image, ou alors on peut mettre un film ou une séquence d'images. Donc vous voyez, c'est plutôt complet, c'est plutôt sympa. Si on veut éditer en fait cette texture, faire comme c'est une texture répétitable, seamless, voilà, on peut en fait modifier les valeurs, faire une rotation, faire un scale, etc. Alors pour ça, on va on va ajouter un texture coordinate comme tout à l'heure, et on va ajouter dans Vector un mapping. On a UV, donc on va cocher UV parce qu'on a des UV, et on va connecter en fait le vecteur au vecteur, vous voyez ici UV au vecteur, blablabla. Donc sur notre mapping, si on regarde bien, on a location, rotation, scale. Donc location, c'est si on veut déplacer le truc, mais sur ce truc là, il n'a pas fonctionné, donc on va laisser à 0. Voilà, rotation, peut-être en Z, je pense que même en fait c'est ce truc là qui déconne un petit peu au final. Attendez, vérification, ouais voilà. Donc ouais c'est bizarre d'ailleurs, tiens, si en notre texture ça fonctionne pas. Bon bah je dis des bêtises, on va rester en mode rendu, ce qui est un peu con au final. Mais comme c'est assez rapide, ça va, c'est pas un grand problème. Donc location, vous voyez on le déplace. Rotation, on peut mettre à 45 degrés. On remet à 0. D'ailleurs, vous avez vu, il nous a bien mis D comme degré. Et ici, on a le scale. Voilà, bon, 10 c'est un peu fort. On va mettre à 3. Voilà. Donc à partir de là, on peut éditer notre texture et c'est relativement simple. On va le remettre à 1. Voilà. Si on veut ajouter une normal map, enfin une bump map, etc., on va simplement garder notre texture ici. On va ajouter un bump. On va connecter le color au height et le height au normal. Donc je vais déconnecter ceci et là on voit tout de suite que j'ai mon bump, vous voyez, qui a été créé. Donc sur mon bump on a un vert pour l'inverter, on a la puissance, on va mettre à 0,2 par exemple, peut-être pas assez,
C'est en fonction de votre map, ça. Hop là, 1,5. On a la distance. Donc la distance, on dirait que c'est à peu près la même chose au final. Voilà. Et voilà. Donc là, on a vraiment notre bump de créer, c'est plutôt sympathique. On peut, si on veut, lui ajouter la color. Comme ça, on va avoir bump plus color. Vous voyez ? On peut lui ajouter, même la modifier, celle-ci par exemple, si on veut en faire quelque chose qui brille, on va simplement dans un premier temps ajouter un shader, un mix, voilà, avec un glossy, comme ceci. On va remettre la normale sur la normale du glossy. Vous voyez, directement, on a notre normal map, enfin notre bump qui se fait sur le glossy. Comme ça, les différentes parties attirent la lumière. On va ajouter, comme tout à l'heure, un Fresnel. Donc là, on va plutôt mettre un layer weight avec un converteur mat qu'on mettra en multiply. Donc on va prendre le Fresnel, on va le coller ici, et notre multiply, on va le coller là. Donc le layer white, vous allez modifier son intensité. Et vous avez la valeur ici pour vraiment baisser la puissance. Voilà. Donc c'est vraiment pour avoir un peu plus de contrôle. Donc comme on peut le voir, ça marche plutôt bien. On peut peut-être augmenter un petit peu la puissance. Et le blend, en fait, c'est de base, à 0,33, on a quelque chose de sympa. Et après, c'est vraiment la puissance à monter, tout simplement. Mais c'est vraiment en fonction des matériaux que vous voulez faire. Et si vous voulez faire un matériau brillant, vraiment brillant, vous allez l'augmenter en fait. Donc à 1, 0,5, 0,6. Voilà, vous voyez. C'est plutôt sympa et c'est plutôt rapide. Donc si vous avez une normal map, vous allez simplement aller chercher une texture. On va faire un Shift D pour la dupliquer. On va aller prendre une texture en normal map. On va prendre celle-ci par exemple. Donc là il nous recalcule, c'est tout à fait normal. Ce que l'on va faire, c'est on ne va plus utiliser ce bump. D'ailleurs j'ai oublié de cocher, vous voyez, ceci par rapport à notre Fresnel, c'était un peu con parce que c'est fait pour. Donc le résultat est bien meilleur encore. On va ajouter un node de normal map. On va cocher ceci dans le vecteur. Par contre là, comme c'est normal map, on va mettre non color data. Dans color, on va mettre dans color. Vous voyez ? Et on va aller plaquer ceci sur nos normales. Voilà, on va décocher ça. Et là, tout de suite, on va avoir en fait un sol comme ça. Donc là, il est vraiment trop brillant. Donc on va diminuer la puissance. Enfin, le Fresnel plutôt, pour être exact. Et la puissance ici. Voilà. On peut changer la couleur, faire un truc... pour faire un sol, par exemple. Un sol à peu près brillant. Donc on va diminuer la puissance du Fresnel encore une fois. Et voilà. Bon, j'ai mis une couleur vraiment caca, quoi. Donc voilà comment fonctionne en fait la normal map. J'ai oublié de cocher UV, mais c'était fait de base, de toute façon, quoi qu'il arrive. Vous cochez bien, enfin vous connectez bien au normal, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de correct. Ah. C'est aussi l'avantage du nodal, c'est que vous pouvez faire plusieurs variantes. Donc là vous voyez, j'ai une variante ici, une variante là, et je peux modifier mon shader comme je veux, quoi. Puis comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc qu'est-ce que j'aurais oublié sur les shaders? Il y a tellement de choses en fait, on pourrait faire une vidéo juste sur les shaders, tellement c'est complexe. Vous avez des RGB curves, mix, etc. Genre imaginons vous avez cette texture-ci, vous voulez en faire, vous voulez la modifier. Genre par exemple on va faire ça, pouf. Je vais décocher les normales des autres, comme ça on va rester sur cette texture. Voilà. Donc on a cette texture, on peut
Ça, on va le supprimer, X. Lui ajouter une RGB curve. Et là, vous allez pouvoir jouer avec sur votre texture. Au niveau de ces courbes RGB. Et là, c'est si vraiment je voulais faire une texture, enfin une couleur pour mon spéculaire. Genre, je déconnecte ça, je vais venir mettre ça dans le roughness. Et ça, je vais revenir le mettre ici. Et au niveau du roughness, j'aurai vraiment la partie extérieure qui brille et la partie intérieure qui, elle, ne brille pas, par exemple. Donc là, je vais augmenter la valeur à 1 pour avoir quelque chose qui brille. Augmenter ça. Donc là, par exemple, vous voyez que comme on était ici, on avait vraiment la partie blanche, bien blanche, la partie noire, blanc, noir. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est en fait inverser cette courbe. Donc on va simplement aller ajouter un invert ici pour avoir la partie blanc, enfin la partie centrale bien brillante et la partie noire ici vraiment noire qui brille beaucoup moins quoi. Donc il faut vraiment jouer avec les courbes. Donc soit on utilise celui-ci, on peut appuyer sur la touche M pour les activer. Vous voyez la différence? Donc c'est plutôt pratique, ou on peut jouer en fait sur le brightness contrast. Genre si on se fout ici, on va déconnecter ça. Quoique, attendez, on va le laisser ici. Et on peut simplement cocher celui-là là. Comme ça, avec le brightness contrast, on peut jouer sur nos valeurs. Voilà, là vous voyez, en faisant comme ceci, je vais bien avoir les trucs bien sombres. Donc lui, je vais faire Alt, je vais venir le foutre ici, comme cela. Et je vais reconnecter celui-là. Et là, on a vraiment quelque chose qui brille ici, alors que l'autre ne brille pas. Donc si celui-ci est trop fort, on peut ajouter un mat, un multiply. On va faire Shift D, qu'on va venir mettre ici. Et là, on va baisser la valeur. Hop là, 0,3. 0,2, on va mettre 0,25. Vous voyez? Donc, avec les nodes, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et là, on a directement un truc bien différent. Plutôt sympathique. Bon, on n'a pas la normale, donc on va peut-être rajouter... c'est dans Vector, Bump. Ça peut vite devenir compliqué tout ça, donc on va mettre le Bump ici. On va le mettre dans High, on va le mettre ici. Voilà, on va baisser sa puissance. Et voilà. Là, on a notre shader avec son bump, son spéculaire, enfin sa roughness, etc. quoi. Brightness contrast, on a le multipli qu'on peut descendre, etc., etc. Donc voilà pour les nodes. Enfin pour les shaders. Donc comme on a pu le voir au niveau des shaders, c'est relativement simple. Donc quand on part sur quelque chose de très simple, là on a vraiment fait joujou, hein, c'est pour avoir vraiment ce qu'on veut, s'il nous manque une map, etc. Mais en général les maps on les fera dans GIMP, Photoshop, etc. quoi. Au niveau des shaders, on a aussi des petits trucs qui ne fonctionnent pas encore ou qui vont bientôt arriver, genre le SSS en GPU. Donc le SSS fonctionne directement en CPU pour l'instant. Pareil pour le volumétrique, les lumières volumétriques, etc. Tout ça, ça va arriver pour le GPU après. Donc sûrement sur la 271 ou 272, donc dans très bientôt. Au niveau du displace, on a le modifier displace ici, si on vraiment veut faire du displace. Donc pour ça, ça fonctionne dans Cycle. On a aussi un node de displace, de true displacement, etc. Donc il est pas vraiment implanté en finale dans le truc, donc on peut, vous voyez, on a notre displacement là, et on peut quand même ajouter du displace, mais c'est pas encore finalisé quoi. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est ajouter une caméra. Donc vous voyez, hein, je laisse mon truc, hein, comme c'est limité à 100, j'ai vraiment pas de problème. On va faire Shift A caméra. On va appuyer sur la touche 0, comme ça on va être dans la caméra.
Voilà, donc là il calcule, je suis comment dire, je suis dans le noir, mais en fait je suis à l'intérieur de la sphère. Donc je vais appuyer sur N et je vais cliquer sur Lock Camera to View. Et là je vais pouvoir sortir de cette sphère. Voilà. Donc là on a notre rendu, enfin notre caméra, on peut tourner autour de notre objet. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on va décocher ça, on peut agrandir ça. C'est relativement performant quand on n'a pas de plantage. Cycle dans le viewport, on peut continuer de bosser tout en ayant un rendu cycle. Hein. De toute façon, comme il est limité à une certaine valeur, en sample, ça va pas nous poser problème. On peut appuyer sur CTRL B pour sélectionner une petite partie, vous voyez. CTRL B si tu veux, mon gars. Voilà. CTRL ALT B pour tout enlever. Donc là il nous calcule l'extérieur parce que quand on joue avec le CTRL B, il nous décoche le border, et si on recalcule border, il ne va pas calculer l'extérieur. Voilà. Donc ce que l'on peut faire, on va se mettre dans le viewport, on va se mettre en mode solide, on va prendre ceci, on va faire une édition, on va sélectionner ça, Shift S, cursor to selected, voilà. Alt, CTRL SHIFT, Alt X, on va mettre origine tout 3D cursor. Voilà. Et là, si je fais Shift D, je vais venir cocher les vertex tout simplement. Hop là, s'il veut bien, voilà. Shift D. Voilà. On va dupliquer les sphères. Par contre, on va désactiver Shift D. Shift D, Shift D, voilà. Donc là on a 4 sphères. Si on retourne dans notre vue caméra, on va se mettre comme ceci. Et là vous allez voir, c'est exactement comme sur Octane, c'est vraiment tout con. On a dans les paramètres de notre caméra, vous voyez, on a caméra, blabla, on a le composition guide pour jouer en fait avec le center, etc. On a le depth of field, on a la distance ici, donc on va cocher Run. Voilà. Et en fonction de la distance, en fonction de la taille aussi, c'est un peu 1,1 par exemple. C'est bien trop ça. 0,05. Donc attention aussi à la taille de votre scène, bien entendu. Donc en fonction de la taille de votre scène, vous allez avoir différents réglages. Donc de base, il vaut mieux être à l'échelle. Donc là, je ne suis pas, donc vous voyez, j'ai des valeurs vraiment ridicules, quoi. Donc sur le focus distance, je vais pouvoir jouer, en fait, on peut cocher, en fait, si je me trompe pas, c'est le limit, ça. On va se mettre en solide, on va décocher ça. Donc le caméra limite, vous voyez, il est ici, donc là, c'est vraiment trop... Si je le déplace, voilà, on va se mettre dans cette vue-là, 3D View, 0, on va se mettre en rendu. Donc là on va augmenter la taille du radius, on va mettre à 0,1 pour voir. Vous voyez là c'est net, ici c'est flou quoi. On va mettre à 1, vous voyez. Donc en fonction de la distance de notre point, on va avoir quelque chose de plus ou moins net. Vous voyez là c'est plus net. Cette fois-ci, ce sera ici que ce sera plus net un petit peu. Voilà. Donc, comme sur Octane, ce qu'on peut faire, c'est ajouter Shift A un empty, un plein axe par exemple, qu'on va venir placer, pourquoi pas ici. Voilà. Et dans les paramètres de ma caméra, simplement aller chercher notre empty pour avoir, vous voyez, la partie que l'on veut bien nette. Là c'est ici, et là c'est là. Donc à vous de jouer en fait avec le passage, enfin avec l'empty et la taille de votre radius. Comme ceci. Donc comme on peut le voir, c'est rapide et ça fonctionne plutôt bien. Donc, nous allons parler des différentes lampes. Donc, vous allez voir, c'est relativement simple. On va faire Shift A, on va cocher un point. On va venir le déplacer, par exemple, ici. Vous voyez, on le voit en fait sur le rendu ici. On va baisser l'intensité de notre environnement à 0.
Comme ça, on va vraiment voir ce que donnent les trucs. On va cocher multiple importance sample. On a la taille. Ici, on a le node, la puissance. Donc, on va mettre à 1000. Voilà. Et donc, là, on a notre point light qu'on peut déplacer où on veut. Voilà. Tout simplement. On va supprimer ces trois-là. On va garder celui-ci. Ensuite, vous voyez ici, quand on fait Shift A, on a différentes lampes. Mais on peut modifier une lampe pour en devenir une autre, quoi. Donc là, on a le sun. Donc le sun, on va le mettre à 100. On va le mettre à 1 pour voir ce que ça donne. Donc le sun, c'est une lampe directionnelle. Donc là, ils nous ont mis un seul trait, mais ils auraient pu en mettre 3, pour dire que la lumière, en fait, ne va que dans un sens. La lumière, elle ne fait pas ça, par exemple. Mais elle fait ça. Voilà, bien droite. Donc comme un soleil, tout simplement. Donc le sun, on peut bien entendu l'utiliser avec l'environnement Sky Texture. Voilà. Donc il y a un plugin qui permet d'orienter le sun par rapport au soleil en fait de notre environnement Sky Texture. Donc c'est plutôt sympathique. Et là vous voyez, on peut y donner une couleur, bien entendu. Donc un truc que j'avais pas montré, qu'on peut montrer aussi ici. Donc on va mettre Shift F3, voilà. On a le node émission, mais on a aussi Shift A, on va faire Search Black, voilà, Black Body. On peut ajouter un node Black Body qu'on va coller sur l'émission pour changer en fait la teinte. Donc 6500 c'est vraiment blanc. Ensuite on peut descendre, on va mettre à 5000 par exemple pour avoir un truc un peu plus jaune. Vous voyez, si on monte à 12000 ce sera très très bleu, comme ça. Et si on est à 1000, là ce sera vraiment rouge. Donc à voir si la donne que j'ai vue gérait en fait la teinte du sun par rapport à la teinte du sky. Logiquement, enfin si c'est bien fait, ce serait ça. Ce serait assez logique. Mais on peut bien entendu jouer avec le black body pour bien changer sa teinte, pour avoir quelque chose de vraiment bien, quoi. Donc imaginons un dégradé rouge d'un côté, bleu de l'autre, quoi. Ça va du rouge au bleu, en passant par le blanc au milieu. Voilà, donc on a vu le sun, on va voir le spot. Donc le spot, lui, il lui faut une valeur vraiment forte pour fonctionner, comme on peut le voir. Voilà. RX. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment très rapide. C'est vraiment un plaisir de bosser sur Cycles, parce que le moteur est vraiment très rapide. On peut cocher Show Cone, vous voyez. Comme ça, on verra directement, en fonction de la taille de notre cône, en fait, ce que ça va donner sans être obligé de faire un rendu, quoi. Là, avec le rendu, on peut voir directement ce que ça donne. Genre, on voit bien, par exemple, ici, on a les petits points noirs. Donc, si on augmente un petit peu l'un et l'autre, on aura ceci. Donc c'est plutôt sympathique. Alors le blend, lui, va faire en fait en sorte d'ajouter un fall-off sur le contour de notre... si on met un blend à 0 avec un cône, vous voyez, un cône tout petit, on aura comment dire, cette partie-ci sera très sharp. Par contre, si on augmente le blend, vous voyez, on aura un bon dégradé, un bon fall-off, quoi. Alors je me demande si on peut le mettre à une certaine valeur plus haute. Non, c'est limité à 1 maximum. Voilà. Donc ça, c'est le spot. On peut le passer en émis. Alors, on va supprimer l'autre. Alors, l'émis, qu'est-ce que c'est? Comme on peut le voir, en fait, il y a des petites flèches. C'est, imaginons, on va se mettre comme... Hop là. On est dans cette vue. Dans la mauvaise vue, dans cette vue-là, l'émis, c'est en fait un dôme. Donc si je fais ça, l'émis va nous donner en fait un éclairage comme ceci. Voilà. Vous voyez, un éclairage bien rond, un dôme tout con, quoi. Bon, là, il est mal placé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc là, la force est vraiment trop forte. Donc voilà ce que c'est que l'hémisphérique. C'est plutôt pratique, je l'utilise quand je fais des textures, etc. Ça évite de mettre 40 lampes, on met une émis, puis voilà, c'est... Enfin, quand je texture avec les outils de texture. Voilà. De peinture, je veux dire.
Donc les mi, c'est vraiment pratique, quoi. Ensuite, on a la dernière, l'area. Donc l'area light, on va monter à 10, 1, 2, 3. Voilà. L'area light, comme on peut le voir ici, on a la taille de l'area, on va l'augmenter par exemple. 20. Voilà. On a la taille de notre area, on a sa puissance. Et c'est la même chose que si on prenait un plan, vous voyez, et qu'on lui mettait une émission. Sauf que là, c'est directement intégré, et on peut changer au cas où si on veut, quoi. Voilà. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien, tout est vraiment bien intégré. Hop là, je me trompe de truc. Tout est vraiment bien intégré, puis c'est plutôt sympathique. Donc maintenant nous allons parler en fait des préférences de rendu, parce que comme on a pu le voir, on n'y a pas touché, on n'a pas forcément besoin pour l'instant. Par contre, quand vous arrivez sur votre image finale, donc on va peut-être déplacer notre petit, histoire de faire une petite image sympathique. Voilà. Quand vous allez avoir votre image finale et que vous voudrez finaliser, faire quelque chose de bien clean, vous allez bien entendu devoir modifier les valeurs. Alors dans le premier onglet, on a dimensions. Donc on a des presets de dimensions, bien entendu. On a des presets, pas de dimensions, mais bref. NTHC 1080, 16 neuvième, etc., etc. Bon, ça personnellement, j'y touche pas forcément. Je modifie simplement la valeur que j'ai ici, avec par exemple un 100% ici, ou alors je passe en 1280, etc., quoi. Donc là, le frame range, ça vous connaissez, c'est pour l'animation. Pareil pour le framerate, vous avez l'aspect ratio, le border crop, etc. Ok. Donc le stamp, c'est pour ajouter un petit décalco ici, pour dire voilà, ça a calculé tant de temps. L'output, vous connaissez aussi. D'ailleurs, ceux-là, en fait, je pourrais vraiment les mettre tout en bas, j'en ai vraiment pas besoin. Donc le sampling c'est la chose, c'est une des choses les plus importantes. C'est par exemple, vous voyez, dans le preview, j'ai 100, donc si je monte à 1000, il va me calculer jusqu'à 1000. Et au fur et à mesure, j'aurai de moins en moins de grains. Donc là, on peut le voir, il calcule. Donc comme c'est en GPU, c'est relativement rapide. Et mon image devient de plus en plus nette. Vous voyez, 1000, c'est peut-être un peu trop, c'est pas forcément nécessaire. Mais comme on peut le voir, on a tout de suite quelque chose de sympathique. Voilà. A savoir que si on met 0, il va continuer à calculer jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que vous ayez une image vraiment parfaite, quoi. Voilà, donc là on arrive à 1000, voilà, il m'a mis 38 secondes pour arriver à 1000, j'ai une image plutôt nette, plutôt sympa, avec une partie nette ici, une partie floue, etc. Donc au niveau des réglages, on va pas forcément aller dans le détail, c'est vraiment pour vous montrer. Donc on a sample, donc pour rendu final, on va mettre 500, ce qui est trop fort, mais c'est rien. Là on va laisser à 100. On a le seed, en fait, c'est pour l'animation, pour les grains, au fur et à mesure, si on met une valeur, à chaque image, les grains seront différents. Voilà. On a le clamp direct, clamp indirect, ça c'est pour clamper c'est maximum, comment dire, le direct lighting. Donc si on veut pas qu'il y ait plus de son par rapport au direct lighting ou à l'indirect, si on a trop de son, de grains par rapport à l'indirect, on va le clamper, comme ça évitera d'avoir trop de grains, etc. Donc on a le square sample, on a le branched path tracing. Donc le branched path tracing, c'est on va dire le truc à utiliser si vraiment vous avez une image complexe, que vous n'arrivez pas à enlever certains grains, certaines parties. Avec ça, vous allez pouvoir en fait lui dire bon en diffuse, je veux que tu me mettes 128 samples par exemple. Je veux qu'en glossy tu ne m'en mettes que 16. Hop là. Donc là, vous voyez, c'est déjà un peu plus bizarrement, il est beaucoup plus long à calculer. Donc on peut sampler les lights, etc., etc. Donc c'est le truc à utiliser. On va pas aller dedans parce que c'est assez compliqué. Il faudra une vidéo juste pour ça. On va rester en path tracing de base pour l'instant, simplement suffisant. Donc comme on peut le voir, ça ramène à mort. Voilà. Et là en path tracing c'est plus rapide. Mais c'est vraiment en fonction de de votre image. Si vous n'avez pas besoin de gérer chaque partie de l'image, vous allez rester en path trace. Et si vous avez besoin de gérer chaque partie de l'image pour avoir vraiment quelque chose de clean partout, donc là vous allez changer, quoi. Voilà.
Donc le volume sampling, si je l'ai pas encore fait jouer avec, c'est en fait la lumière volumétrique. Voilà. On peut l'utiliser pour la lumière volumétrique ou même pour les objets, faire des objets transparents avec un peu de style SSS, etc. C'est plutôt sympathique. Donc là on arrive sur le light pass. Donc le light pass c'est en fait le type de rendu. Donc de base on est en direct lighting. On peut passer en full global. Le full global c'est pour en fait avoir des rebonds de lumière vraiment comment dire, un rendu plus réaliste avec, parce qu'il y aura plus de rebonds, etc. quoi. Genre par exemple si on passe en full global, vous voyez toutes les valeurs ont changé, on arrive en bounce, donc les rebonds, on arrive à 128 avec un minimum de 3 quoi. Donc en direct light, vous voyez, on a 8, 8, 0 en diffuse, etc. etc. quoi. No caustic, par contre en full global, on a des caustiques, etc. Donc pareil, en fonction de votre rendu, si vous avez besoin d'un truc vraiment génialissime, etc., vous allez passer en full global, mais vous allez quand même tweaker un petit peu les différentes valeurs pour éviter d'avoir une image qui calcule pendant 100 ans. Quoi. Voilà. Donc vous avez aussi le Limited Global Illumination, donc là c'est encore des valeurs, on nous a enlevé le caustique, etc. etc. quoi. Donc à savoir qu'en GPU le caustique c'est une horreur, bien qu'il l'ait bien amélioré récemment, mais si vous jouez avec les caustiques là ça va... De base il vaut mieux le décocher, enfin le cocher pour ne pas en avoir, et peut-être faire un fake. J'ai mis un petit tips pour faire des faux caustiques sur le forum. Donc en fonction de votre rendu, n'hésitez pas à tricher pour gagner du temps, quoi. Voilà. Donc là on a le motion blur, donc quand on a une image en fait qui est animée, genre par exemple, on va prendre ceci, on va mettre timeline, voilà. Donc première image, on va faire i location, voilà. On va arriver ici, on va le déplacer, histoire de voir un petit peu en entier. On va faire i location encore une fois, et si je coche motion blur, que je viens ici logiquement, mais là ça va peut-être pas le faire sur ce rendu là. Par contre si on part sur F12, lui on va le mettre là, j'ai mis du 1080, peut-être que j'aurais dû faire CTRL B comme ça. On peut faire F12 pour relancer le rendu. Donc là c'est un autre truc qu'on va voir après, mais là je vous montre déjà le motion blur rapidos. Peut-être que j'ai pas assez de frames, j'aurais peut-être dû le truc. Mais en fait, tout ce qui est animé va avoir en fait un flou de mouvement pour avoir vraiment quelque chose, comment dire, de flou, alors que le reste sera net par rapport au mouvement, quoi. Donc là, sur mon test, ça fonctionne, ouais, on voit un petit peu ici, quoi, mais c'est vraiment léger, quoi. Surtout que mon ampli est ici. Voilà. Donc ça, c'est quand vous avez quelque chose animé, vous cochez motion blur et vous jouez sur le shutter pour voir la puissance du motion blur. Donc si on met 2 par exemple, on va annuler ce rendu là. Peut-être qu'il passera en fait sur le rendu GPU. Logiquement ça devrait passer dans le viewport. Mais peut-être que mon animation en fait est vraiment trop forte. On va le foutre là. On va faire i location. Et on va venir ici. Ouais, bon, je montre un truc et ça ne le fait pas forcément. Donc, vous voyez, on a eu des petits carrés, c'était relativement lent à calculer, et en fait, ça, c'est dans les performances. On a les tiles ici, en x64 et 64. Donc, les valeurs en CPU, il vaut mieux mettre 32, et en GPU, il vaut mieux mettre 256 minimum. Donc par contre là j'ai une carte très puissante, je peux mettre ma dimension finale divisée par 2, donc je peux mettre 1920 divisé par 2, voilà, et 1080 divisé par 2. Voilà, comme ça si je relance le rendu, je vais le mettre, je vais faire CTRL ALT B, vous allez voir, je fais, on va arrêter celui-ci, on va faire F12. Je vais en fait avoir en fait des tiles assez grandes, plutôt que des mini, etc., qui vont être longues à calculer. Là, avec les tiles assez grandes, ça va calculer beaucoup plus rapidement. Et donc, comme on peut le voir, ça a mis 1 minute 43 de calcul. Si j'avais laissé les tiles tout petits, ça aurait été beaucoup plus long. Et on a bien notre motion blur ici.
Voilà. Hop là. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Le film, comme on l'a vu, il y avait la transparence ici. On peut jouer en fait sur le filtre Gaussian, box, sur l'exposition, etc., etc. Post-processing. Donc le post-processing, c'est pour si on veut que sur notre image, on ait en fait quand on a fait on peut faire du compositing, lancer notre rendu et que le compositing s'ajoute à chaque image. Donc c'est le truc à pas faire, mais c'est faisable quoi. Et donc dans ce cas-là, on va cocher compositing, etc. Voilà. Et l'output pour enregistrer notre image. Donc voilà pour la partie comment dire, préférence de rendu. On n'a pas été dans les détails, hein. Il faudrait franchement une vidéo pour chaque élément. On peut aller très loin au niveau du light pass, au niveau des samples, comme on a pu le voir avec le branched, etc. C'est vraiment, là on entre vraiment dans le vif du sujet, ça devient bien plus compliqué, mais là c'est une vidéo de présentation du moteur. Et comme on peut le voir, le moteur est relativement simple, on peut laisser le truc de base et on peut juste jouer sur les samples au rendu, et enfin ouais, de base, hein, vous jouez sur là, vous choisissez votre dimension, vous choisissez vos samples de rendu, et vous choisissez en fait votre light pass. Donc soit vous voulez du full global, soit vous voulez du direct light. Donc le direct light, c'est vraiment à utiliser uniquement quand vous commencez à créer votre éclairage, parce que c'est plus rapide, parce qu'il y a moins de bounce, parce qu'il n'y a pas de caustique, parce que etc. Et une fois que vous avez fini, là vous choisissez votre mode full global que vous allez tweaker, ou alors le limited global que vous allez tweaker aussi. Et la dernière chose, comme on a pu le voir, c'est dans les performances, jouer sur les tiles de rendu tout simplement. Et après, peut-être mettre en cache vos animations, votre scène, etc., etc. Mais c'est les seuls trucs qu'on utilise de base, quoi. Si on va plus loin dans les détails, c'est vraiment qu'on a besoin, c'est vraiment qu'on connaît. Et voilà, quoi. Donc voilà pour cette partie. Donc nous allons terminer sur le compositing, parce que Cycle est vraiment bien intégré à Blender, vous allez voir c'est plutôt simpliste aussi. Donc c'est d'ailleurs une très bonne chose par rapport à la 3D sur Blender, c'est que comme les outils de compositing sont intégrés dedans, vous allez directement apprendre à l'utiliser, alors que quand vous êtes sur d'autres moteurs, là vous vous dites oh le compositing ça a l'air super compliqué, il faut que je télécharge Nuke, etc., etc. Mais dans Blender tout est intégré, c'est la même chose et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, j'ai créé en fait plusieurs couleurs, juste pour le plaisir. J'ai mon sol. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va détacher le sol et les sphères. Donc on va sélectionner notre sol. On va faire M, et on va lui dire, toi, tu vas aller sur le second layer. Si je veux que mes deux layers soient affichés, je vais cliquer Shift, et sur le deuxième layer. Voilà. Donc au niveau des render layers maintenant, ce que je peux faire, c'est que celui-ci, je vais le renommer sphère. Voilà, je vais en ajouter un second que je vais l'appeler sol. Et je vais lui dire, le sphère, tu vas utiliser le premier layer, le sol, tu vas utiliser le second layer. En bas, on a nos passes. Alors les passes, c'est les passes de normal, les passes de spéculaire, les passes d'indirect, vous voyez, glossy, direct, indirect, color, etc. C'est vraiment ce que vous voulez, donc c'est vraiment pratique parce qu'il y en a beaucoup, et ça fonctionne plutôt bien. Il y a la vector qui est pour le motion blur, mais le node pour le motion blur dans le node editor n'est pas terrible. Mais ça va être modifié bientôt, donc ça sera parfait. Voilà, donc ce qu'on ne va pas oublier, c'est dans film, lui dire, bon, je veux que tu utilises une transparence, sinon il n'y en aura pas. Parce que dans mon... C'était où? Que je me dise, le motion blur n'a plus besoin. Parce que sinon en fait le fond sera noir et on ne pourra pas compositer. Donc il faut absolument, si on sépare les objets, dire bon bah toi tu vas être transparent, etc., etc. Voilà. Comme ça on peut avoir quelque chose de correct. Vous voyez, on a l'alpha threshold, etc., etc. Alors une fois qu'on a fait ça, on lui a dit je veux que tu utilises ma sphère pour un layer, mon sol pour un layer, on est d'accord. On va aller dans, ici, si on clique, on arrive sur le node compositing. Vous voyez, on a un render layer avec sphère et sol. Donc là, le sol n'a pas été calculé, c'est tout à fait normal, donc on n'a rien. On va le dupliquer, Shift D. L'un sera les sphères et l'autre sera le sol. Voilà, pour l'instant on ne va pas les sélectionner. On va faire CTRL-SHIFT sur un layer, vous voyez, pour lui dire, bon bah toi tu vas utiliser le viewer et toi non. Comme ceci.
Et on va faire un rendu. F12. Par contre, pour le test, on va pas forcément monter à 500 samples. Hein. On va passer à 400, ça devrait être suffisant. Donc on va faire F12. Donc là, on a le F12, il est venu, enfin le rendu, il se fait dans cette fenêtre-ci. Par contre, on peut lui dire, je veux que tu gardes mon UI tel quel. Donc il se fera toujours dans la même fenêtre sur laquelle il est. Ou alors, je veux que tu le mettes dans l'image editor ou dans un nouveau window, dans une nouvelle fenêtre, ou que tu me le foutes en full screen. Voilà. Donc là, par exemple, il me calcule les sphères, le sol. Donc si je vais sur les sphères, ils sont là. Et si je vais sur le sol, ils se calculent. Donc voilà, là on a notre sol, là on a nos sphères, donc le tout séparé bien avec une bonne transparence. Si on va dans le compositing node, par exemple si on met sol, pouf, on va cocher sur use node et backdrop, voilà. Si on met le viewer, c'est ça, si on met le sol, c'est ça, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un alpha over. On va venir plaquer, si je ne me trompe pas, le sol en premier, et ensuite les sphères. Voilà. Et là, on a récupéré notre rendu avec notre sol et nos sphères. On appuie sur V, ça va diminuer la taille de l'image, et Alt V, ça va l'augmenter. Voilà. Donc l'avantage du compositing, c'est tout simplement qu'on peut, histoire de ne pas se paumer, ce qu'on va faire, c'est, hop là, on va mettre celui-là au-dessus, c'est qu'on peut faire absolument ce qu'on veut par la suite. On lui dit, bon, bah alors je veux modifier la couleur, par exemple, de mon sol. On va ajouter, par exemple, color balance, qu'on va venir foutre ici. Et on va lui dire, bon, bah je veux un sol un peu plus rouge, ou je veux un sol un peu plus vert, vous voyez, un peu plus bleu. On peut jouer sur la puissance des teintes, vous voyez, gamma, gain, on a le gain ici général. On peut colorer le tout. Là, on a un multiply pour modifier la valeur. Voilà. On peut appuyer sur M pour le désactiver. Bien entendu. C'est plutôt sympathique. On peut faire la même chose en fait pour les sphères. Bien entendu, on pourrait faire un truc général, mais l'avantage de faire du compositing, c'est qu'à ce moment-là, on peut vraiment modifier tous les éléments séparément. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et on peut vraiment ajouter autant de notes qu'on veut. On peut ajouter comment ça s'appelle, un ellipse max, par exemple, ici. On va venir le mettre ici. On va augmenter sa taille. Non, ça c'est la valeur. On va le mettre à 0,5. On peut augmenter sa taille ici, par exemple. Voilà. Donc Alt, je vais le désactiver, je vais le débloquer. On peut ajouter un filtre blur. Image. On peut ajouter un mix. Voilà. Comme ceci. En multiply. Et hop là. Voilà. Et sur le blur, on peut lui dire, bon, tu me mets une valeur de 200, ici, ça va me blurrer le truc. Voilà. Donc là, on a ajouté un petit effet. On peut diminuer la puissance. Vous voyez, ça va diminuer ici. Voilà. Bon, sur un fond noir, hein, ça va pas forcément aider, quoi. Donc voilà. Pour le compositing, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On pourrait sortir une image, un render layer en fait, par élément, pour cette sphère-là, pour celle-ci, pour celle-ci, pour celle-ci. On pourrait le faire pour le spéculaire, on pourrait le faire pour la diffuse. Comme ça, on pourrait vraiment changer absolument l'ensemble du truc. Donc, personnellement, j'essaie d'aller au plus simple possible. Je fais jouer avec le compositing pour voir ce que mon image pourrait être, et après, je modifie mon rendu pour qu'il colle à ce compositing. Comme ça, bah, j'ai un seul render layer et mes calculs, enfin j'ai moins de travail par la suite, quoi. Mais là, comme on a fait notre truc ici, par exemple, si je vais dans l'image editor, ici vous avez render result et je vais mettre viewer node.
Pam, pam, voilà. Donc là, c'est le résultat de notre compositing. Et à chaque fois que maintenant je vais faire un rendu, j'aurai ce résultat avec. Même si je change, par exemple, si je change la couleur de cette sphère, je vais passer sur du rose. Même si je passe sur du rose, par exemple, maintenant je vais faire F12, vous allez voir. Et donc là, j'ai relancé mon rendu et mon viewer node est ici. Donc si je me remets en compositing, il m'a réappliqué mon compositing directement sur mon rendu. Comme ça, quand je vais enregistrer donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse ceci. Pouf, composite. Comme ça, à chaque image que je vais enregistrer, mon compositing va s'appliquer. Donc ça peut être pratique pour si vous faites des petites modifs de compo rapide, vous lancez votre rendu, ça va être modifié à chaque fois. Vous n'aurez pas besoin d'aller comme beaucoup le font dans Photoshop, faire leur modif à chaque rendu, quoi. Donc c'est vraiment l'avantage d'avoir le tout dans Blender, et on peut vraiment aller mais ultra loin, et c'est vraiment bien. Donc avant de finir, je vais parler d'une dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est, on va se mettre en vue 3D, comme celle-ci. On a ici, vous voyez, au niveau de notre scène, on a nos unités bien entendu, on a Color Management. Donc le Color Management, à quoi ça sert? Donc on va faire notre petit rendu ici. Donc le rendu viewport ne prendra pas en compte le compositing, ce qui est tout à fait normal. Donc le Color Management sert en fait à choisir le mode. Donc si on se met, on va agrandir ça. Donc le mode de rendu, donc là on est en sRGB. On peut ne rien mettre, on peut mettre différentes valeurs. Voilà. Donc de base, on va laisser en sRGB. Après, on a différents types de presets. RTT, film, vous voyez, RAW, log, voilà, défaut. On a différents presets de caméra. Donc alors ça, c'est très intéressant quand vous allez vouloir ajouter en fait un objet 3D dans un plan de caméra. Enfin dans un plan live de caméra, et si vous avez votre caméra ici, bah, vous avez juste à la sélectionner, et pouf, ça va concorder directement, et très très bien, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympathique, quoi. Vous pouvez bien entendu utiliser des courbes. Donc là, c'est la courbe de cette caméra que je peux modifier, comme on peut le voir ici. Donc on peut aller vraiment très loin, et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On a vu plein de choses, on n'a pas été vraiment dans les détails. Et donc là, si vous vous demandez ce que c'est un plugin qui va me dire, bon bah voilà, j'ai aucune image qui manque, j'ai autant de lampes dans la scène, etc. Voilà. C'est le plugin Amaranth que j'ai mis sur le blog. Voilà. Donc on a parlé de Cycle, on n'a pas été dans les détails comme j'ai dit, il faudrait en fait une vidéo par partie parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais comme on peut le voir, de base, le moteur est franchement super simple. Il est très bien intégré à Blender, et comme on a pu le voir, les passes fonctionnent très bien aussi. Donc là j'ai été simple dans les passes, hein, on va pas... mais on pourrait en fait... tout cocher, avoir 40 000 passes, le tout en OpenEXR 32 bits, comme on a pu le voir dans l'output ici, voyez. Donc OpenEXR, je peux choisir, voilà, blabla. On peut choisir d'autres modes de rendu, etc. Mais comme quand on fait du compositing, il faut absolument, bien entendu, choisir le bon, comment dire, le bon fichier, donc la bonne extension, et ce sera bien entendu soit l'OpenEXR Multilayer, soit l'OpenEXR. Alors pour voir la différence, c'est que le multilayer fera tout dans un même render layer, comme on a pu le voir ici. Donc on aura tout ici, par exemple, on aura 500 trucs, ou alors si on choisit le mode OpenEXR de base, il faudra qu'on ajoute en fait à chaque passe, parce que là on va avoir nos différentes passes par exemple, il faudra qu'on duplique ça par exemple, voilà, et qu'on lui dise, bon je veux que tu m'ajoutes en fait dans l'output. Est-ce que ce serait... Où est-ce qu'il est le truc? Faut juste que je me rappelle où est-ce que je l'ai foutu. Mais il est là, output, voilà. Output, un file output, comme ceci. Donc le file output, en fait, ça va être... Vous allez lui dire, bon, je veux le sol, je veux que tu m'enregistres le sol dans ce répertoire-ci. Là, vous allez choisir le nom du répertoire, et vous allez, en fait, ajouter autant de file output et de render layer que vous avez de layer.
Ça permettra d'enregistrer toutes les images, etc. Parce que si vous ne faites pas ça, et que vous mettez juste le EXR, vous n'aurez que le premier layer. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses, et si j'ai oublié des choses comme d'hab, vous me le dites, si j'ai fait des erreurs comme d'hab, vous me le dites, et faites joujou sur Cycle, qui est un très très bon moteur. Ah, ciao.